and only Digo Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. You know the West Coast is back for all you suckers. Bonsoir Limoges. Et je suis super content d'être là ce soir. Ça me fait hyper plaisir bien sûr d'être là parce que le vrai régional de l'étape, c'est moi. Parce que moi, je suis né à Limoges. Je suis né à l'ancien hôpital de Limoges. Ouais. Me suis marié à Limoges. Mes filles sont nées à Limoges. J'ai créé ma première boîte à Limoges. Donc voilà, je suis un Limougeau, même si mon nom ne descend pas de Jacou le Croquant, comme vous pouvez le voir. Mais le vrai Limougeau ici, c'est moi. Voilà. Donc merci au président Vandenbroek de m'avoir invité ce soir. Et il m'a demandé quelque chose de fou. C'est qu'il m'a demandé de parler d'entrepreneuriat et de venir expliquer ce que c'était que l'entrepreneuriat. Alors c'est vrai, je suis un entrepreneur, j'ai créé plusieurs startups. J'ai commencé à l'âge de 23 ans avec mon frère sur la Technopole Esther et j'en suis maintenant à ma 4e avec quelques succès et aussi des échecs. Mais en fait, quand je regarde rétrospectivement, je me dis que j'étais vraiment, mais vraiment pas programmé pour devenir entrepreneur. Et encore moins dans la technologie. Et ça, rien à voir avec le fait que je sois né à l'ancien hôpital de Limoges. Rien à voir. Je suis né dans une famille où je crois on est tous avec un chromosome de gauche et très à gauche. Pour vous dire, j'ai même passé des vacances en RDA. Tout ça est vrai. J'ai étudié les lettres, la civilisation étrangère. J'ai fait un mémoire sur Borges et la littérature argentine et le complexe du labyrinthe. On se rapproche un petit peu de l'entrepreneuriat là. Rien ne me prédestinait véritablement à devenir un entrepreneur. Et pourtant, c'est ce que j'ai fait à l'âge de 23 ans. Pourquoi je suis devenu entrepreneur? C'est en fait, l'histoire était assez intéressante. J'ai commencé à enseigner, parce que quand on fait lettres, civilisation étrangère, on se prédestine à devenir prof. Et j'étais professeur auxiliaire au Dora. Et j'ai commencé à douter de est-ce que j'allais devenir prof? Je vous avoue que j'adorais ça, j'adorais enseigner, mais que finalement, passer du temps et me dire que toute ma vie, j'allais faire ça, ça a créé un doute absolument incroyable dans ma tête. Et paradoxalement, je pense que la principale qualité, la première chose qui s'opère chez l'entrepreneur, c'est le doute. C'est de douter, et il est nécessaire de douter. J'ai l'impression que dans cette région, on a douté, beaucoup trop de temps peut-être, même si ce doute est nécessaire au processus de création, il est vital. Moi, dans mon cas, je me rappellerai toujours, j'étais dans la cour du Dora et je réfléchissais, je me disais, j'ai pas envie de finir prof. J'avais 22 ans, 23 ans. Je suis désolé s'il y a des profs dans la salle, j'ai beaucoup de respect pour cette profession. C'est une vision tout à fait personnelle et individuelle. Et à ce moment-là, il y a mon CPE, mon conseiller principal d'éducation, que je salue parce que je ne serais pas là aujourd'hui s'il n'était pas là. Il s'appelle Martin Mazot, qui, j'ai beaucoup d'émotions même en parlant, qui m'a regardé et qui m'a dit « Carlos, tu n'es pas fait pour l'éducation nationale. Il faut que tu montes ta boîte. » Et je lui dis « Ouais, mais moi, j'ai rien. Je peux pas. J'ai une idée, je vois Internet, etc. » Et à l'époque, il fallait 50 000 francs pour créer sa société, à l'époque. Et Martin Mazot, qui était aussi un musicien et qui s'apprêtait à enregistrer un disque, m'a donné 40 000 francs. Okay, il est fou, il n'a pris aucune part dans la boîte, il est fou, complètement fou. Il m'a prêté cet argent et il m'a dit « Va-t'en monter ta boîte ». Et c'est comme ça que j'ai décroché de ce parcours-là, grâce à Martin, je ne sais pas s'il est là, et je voulais le remercier. Et j'ai pu monter cette première société qui était Groupe Reflect. Et cette création de société, elle est donc née de ce doute-là, et je pense qu'on n'en parle pas souvent, parce qu'on voit souvent les entrepreneurs comme des gens avec une confiance très très forte, des gens ambitieux, des gens qui cherchent à gagner à tout prix. En fait, non. La principale démarche dans ce processus de création, il est exactement le même que celui d'un artiste. Il est ce doute à se dire en fait que ce que je regarde aujourd'hui, ce que les autres voient, moi je ne vois pas la même chose. Et donc du coup je doute.
L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit des choses avant que les autres les voient. Et c'est quelqu'un aussi qui refuse de vivre une vie normale et qui veut se mettre en danger et qui veut imposer, montrer au reste du monde que ce qu'il est en train de voir est peut-être finalement une formidable opportunité pour créer de la valeur, créer de la richesse et en faire une entreprise. C'est ce qui s'est passé pour moi en 96, alors que je n'étais pas du tout programmé pour ça, quand j'ai vu débouler ce monde de l'Internet, ces nouvelles technologies. Et je me rappelle, j'en parlais à l'époque avec quelques élus aussi ici localement, et qui me disaient « Mais non, mais Internet, c'est un truc pour les Américains, ça ne marchera jamais en France, nous on a le Minitel, on n'a vraiment pas besoin d'Internet. » Et moi, je voyais ça et je me disais « Mais ils sont fous, ils sont fous, c'est une révolution. Le monde va changer et ils ne le voient pas. » Et c'est ça qui a motivé et qui a créé c'est ce doute-là qui a créé en fait cette envie d'entreprendre. Alors le doute, il ne suffit pas. La deuxième chose nécessaire dans cette logique de création d'entreprise, c'est ce que j'appelle la conviction. Il faut que ce doute se transforme en une forme de conviction. D'autres diront une vision. C'est-à-dire, et la vision et la conviction, c'est le fait de transformer ce doute-là en une certitude, quelque chose en quoi je crois, un projet que j'ai envie de partager avec les autres. D'abord avec mes associés, il y en a qui sont là, avec ma famille, mais aussi avec mes employés. Et ce projet-là, ce n'est pas un plan, c'est un rêve. Quand Martin Luther King s'est présenté devant le Capitole à Washington, il est arrivé devant cette assemblée, 250 000 personnes des États-Unis et du monde entier s'étaient réunies, l'ont écouté, il est monté sur scène, il ne vous a pas dit « j'ai un plan ». Ce n'est pas ça ce qu'il vous a dit. Il vous a dit « j'ai un rêve ». J'ai un rêve. Et c'est ça ce que doit avoir l'entrepreneur. C'est un rêve. Ce rêve-là, c'est quelque chose qu'on partage. J'ai le rêve d'une Amérique et mon Dieu, oh mon Dieu, moi qui vis aux États-Unis, combien est-ce que l'Amérique d'aujourd'hui a besoin à nouveau d'un rêve et pas de celui qui nous est proposé. Et nous, les entrepreneurs, nous sommes là pour rêver. Quand j'ai créé, avec mon frère Manuel, on avait ce rêve que l'Internet allait changer, modifier, on ne savait pas vraiment ce qui allait se passer. Mais peu importe, on avait ce rêve. Et les gens qui nous ont rejoints, que ce soit Alex Simons, soit Christophe Routiot, j'ai même embarqué ma future femme dedans, Valérie, ils partageaient ce rêve avec nous. Et c'est pour ça qu'ils sont venus. Et si vous n'avez pas ce rêve, si vous ne faites que proposer un job, un plan à vos salariés, ils ne travailleront alors que pour un salaire. Si vous avez un rêve et que vous êtes prêt à le partager, et ça, c'est aussi une responsabilité pour vous. Quand je le dis, le partager ce rêve, c'est partager aussi le capital de vos entreprises. C'est une chose que j'ai appris dans la Silicon Valley. Personne ne crée une entreprise dans la Silicon Valley sans partager le capital de cette entreprise avec ses salariés. Aucun salarié n'ira rejoindre une start-up de la Silicon Valley si elle ne lui propose pas une part de ce rêve. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez. Ce rêve, il est fait pour être partagé. Et toute la société et les entreprises que l'on doit créer doivent être construites sur cette notion de partage. Donc rêver. Quand j'ai créé Blue Kiwi, on rêvait d'importer à l'intérieur de l'organisation où la communication dans l'entreprise n'était finalement que faite de façon hiérarchique, organisée dans des salles de réunion, alors que sur Facebook, sur Twitter, on communique spontanément, que le monde est devenu une conversation et l'entreprise n'était pas une conversation. C'était ça notre rêve, c'était de changer les organisations en profondeur, de changer comment est-ce qu'on communique à l'intérieur de l'entreprise. Quand j'ai créé The Refiners à San Francisco, le rêve c'est de dire il y en a marre que ces Américains soient toujours les leaders dans le domaine des technologies. Le talent est universel, le talent est équitablement réparti sur la planète. Les opportunités, non. Si le talent est réparti équitablement, les opportunités, elles ne le sont pas. Et alors, c'est à nous
Ce matin, on était avec M. Vandenbroek sur le plateau de France 3. On vient pour présenter et dire que Limoges a une vraie ambition sur le monde et sur l'économie. Ça a été la première question. Et puis la deuxième question, de quoi est-ce qu'on nous a parlé? De notre enclavement. Mais vous comprenez bien que d'être à 3h30 de Paris, c'est le dernier souci d'un entrepreneur. Quand vous avez ce rêve, quand ces Américains ont fait des milliers de kilomètres pour rejoindre Martin Luther King devant le Capitole, qu'est-ce que c'est 3h30? Alors oui, bien sûr, ça serait mieux. Hein, mais justement, mettons-nous à rêver. Et ne rêvons plus d'un TGV, rêvons beaucoup plus, quoi, en fait. Rêvons de l'hyperloop. Inscrivons, quoi, en fait, ce territoire sur un vrai projet d'avenir. Un projet que tout le monde nous enviera. Okay, que le monde entier regardera en se disant « Tiens, eux !» Et surtout, je vous en prie, arrêtez de vous auto-flageller. Le monde entier s'en charge très bien, okay, quand on parle de Limoges. Donc à nous, surtout, d'être fiers de ce que l'on fait et de faire le choix. Faites-nous rêver. Et nous, on veut rêver avec vous. La dernière chose sur laquelle je veux insister, le doute. La conviction, la vision, le rêve et l'ambition. On n'est pas là pour faire, c'est ce que je dis souvent à mes startups. Si vous restez en France, ce n'est pas des licornes qu'on fabrique en France, c'est des ponicornes. C'est comme une licorne, mais c'est la taille d'un poney. C'est la même chose. C'est aussi difficile à faire qu'une licorne, mais c'est une ponicorne. Okay? Donc si on reste sur notre territoire, voilà le projet qui nous est proposé. Des ponicornes. Moi, je n'ai pas envie d'un troupeau de ponicornes. C'est joli, mon petit poney. OK? Mais on n'est pas là pour ça. Donc, il faut aussi de l'ambition. Et cette ambition, elle doit être internationale. On le fait pour notre territoire et on développe notre territoire. Mais notre projection, elle est internationale. Je vais vous donner un exemple très concret. La seule chose que je sais faire, c'est raconter des histoires. Un jour, je viens à Limoges, alors que j'avais The Refiners, donc on est des investisseurs. On investit dans des startups européennes et on les amène dans la Silicon Valley pour en faire devenir des géants mondiaux. Je viens à Limoges régulièrement, tous les ans, je suis là pour Noël, et entre un boudin et un riz de veau, c'est à peu près ce qui s'est passé, quelqu'un me dit « Tu devrais aller à la Technopole Esther parce qu'il y a un petit jeune qui s'appelle Hugo et qui est en train de faire un truc incroyable. C'est révolutionnaire. Il modifie complètement la façon dont on a de se laver les dents. » Alors je lui demande de m'expliquer, il est incapable de m'expliquer. Je vais voir Hugo à la Technopole, il est caché au fin fond de la Technopole. Je lui parle, 26 ans, et je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, ben, j'ai inventé, ça fait... Voilà, non, exactement, voilà comment il m'a dit. Il m'a dit, écoute Carlos, ça fait 700 ans qu'on se brosse les dents. 700 ans. Et sincèrement, en termes d'innovation, la brosse à dents, à part l'inclinaison des poils, il ne s'est pas passé grand-chose, quoi. On est toujours en train de se brosser les dents. Moi et mon père, qui est dentiste, on a décidé d'inventer un nouveau procédé qui est révolutionnaire. Imaginez une sorte de protège-dents, vous le mettez dans la bouche, ça dure 30 secondes, ok, et ça enlève 80% de la plaque. Terminé. Et vous n'avez rien à faire. Une sorte de carwash, quoi, en fait, mais du dent, quoi, en fait, quoi. Et je lui dis, incroyable, quoi. Alors, il me montre le truc, c'est immense, c'est énorme. Je fais un test, je me mets à saigner les gencives. Terrible. C'était absolument pas prêt, quoi, en fait. Un bruit pas possible, etc., etc. Et je lui dis, mais alors, c'est quoi ton problème, Hugo? Il me dit, mais personne ne comprend ce que je suis en train de faire ici. Ah bon? J'ai besoin de lever de l'argent, j'arrive pas à lever de l'argent. OK. Et alors on m'a dit que je rêvais trop, etc. Nanana. Et on m'a dit, ben, tu devrais commencer plus petit. Vous la sentez, la ponicorne, là, arriver, quoi, en fait? Vous sentez le petit bruit du sabot du poney qui... Il faut penser petit. Petit. Alors ce que tu vas faire, Hugo, c'est que ton produit, tu sais, ça serait génial si on pouvait l'utiliser pour les gens dans le coma. Parce qu'eux ne peuvent pas se brosser les dents. Ça serait très utile d'avoir ce produit pour les gens qui sont dans le coma. Et il s'apprêtait à faire un deal avec une mutualité que je ne nommerai pas, pour les gens dans le coma en Haute-Vienne. Je ne sais pas combien il y a de gens dans le coma en Haute-Vienne, mais enfin, ce n'est pas un gros marché. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Et je pose la question à Hugo, je lui dis, mais Hugo, ton marché, c'est quoi? Il me répond, ben, c'est tous les gens qui ont des dents. Alors, je me mets à compter, je ne suis pas très bon en maths, j'ai fait littérature, mais je me dis, c'est quand même beaucoup, beaucoup de monde, quoi.
J'allais faire une blague sur Hollande, mais je la fais pas, je la garde celle-là. Bon, et donc, je lui dis, écoute, j'en sais rien, mais ton truc a l'air complètement fou, encore une fois, voilà. Je lui dis, viens à San Francisco, tu viens pendant 3 mois, je te présente un géant dans la Silicon Valley, et puis on va voir ce qui se passe. Résultat, qu'est-ce qui se passe? En 48 heures, les investisseurs de la Silicon Valley ont tout de suite compris le potentiel, et je peux vous dire qu'il n'y en a aucun qui nous a parlé de gens dans le commun. Aucun. Le mec a dit, si tu fais ça, ta boîte est absolument colossale. Hugo, waouh, qu'est-ce qui se passe? Où je suis, quoi, en fait. Je vous fais long story short, comme disent les Américains. À la fin des 3 mois, on a présenté le dossier des investisseurs français. 4 mois et demi, aucune réponse des investisseurs français. Oui, c'est compliqué, c'est du hardware, et puis c'est à Limoges. Il faut y aller à Limoges. Je vous jure que c'est vrai. J'ai dit à Hugo, laisse tomber, on va voir des investisseurs américains. Il a présenté le dossier aux Américains. En 2 semaines, les principaux investisseurs de la Silicon Valley, qui gèrent des milliards, se sont tous montrés intéressés par le projet. Okay? Ils ont entamé le cycle de due diligence, c'est-à-dire de regarder le dossier plus profondément. Ça a duré 4 semaines et demie. Vous savez ce qu'ils ont fait en 4 semaines et demie, ces Américains? Ils sont venus à Limoges. Les Parisiens qui ne voulaient pas prendre le corail, alors j'ai dit à Hugo, prends des photos des mecs quand même, des investisseurs de la Silicon Valley dans le corail, ça vaut 10, quoi, en fait, ça peut toujours nous servir. Mais ils sont venus. Aujourd'hui, Hugo a levé plusieurs millions de dollars, je ne peux pas vous dire avec qui, mais c'est les plus beaux investisseurs de la planète. On s'apprête à lancer le produit. Ce produit, il a été poncé, imaginé, développé ici à Limoges. La société s'appelle Willow. Elle est sur la Technopole Esther. Vous pouvez en être fiers, ok? Parce que c'est possible. Aujourd'hui, ils ont des bureaux, toujours bien évidemment à Limoges, où toute la R&D se concentre, à Paris, à New York et à San Francisco. Soyez fiers de ces gens-là. Les champions existent, ils sont ici, ils ont 26 ans. Voilà le message que je voulais vous passer ce soir. Hop! Ciao.